Et voilà une truite. Sauvage, bien sûr. Au fait, saviez-vous qu'elles ne sont pas forcément toutes sauvages? Il y en a même beaucoup qui commercent depuis longtemps avec les hommes, les pêcheurs et les autres. Ce sont les truites d'élevage, qui fréquentent aussi les jets des lignes internationales, au stade de l'œuf surtout. Destination? Les piscicultures du monde entier. Elles sont apparues sur Terre il y a plusieurs millions d'années. En Europe pour les farios et sur le continent nord-américain pour les arcs-en-ciel. Et depuis leurs ruisseaux ou leurs rivières d'origine, elles ont peu à peu franchi les mers et les océans pour coloniser le monde entier vers 1860. Sans cette formidable migration, la pêche ne serait pas ce qu'elle est sur notre terre aujourd'hui. N'en déplaise aux autres poissons, mais la truite tout de même, ce n'est pas n'importe quel poisson. Allez savoir pourquoi, elle a toujours fasciné. Qu'elle est laide, disent certains qui lui trouvent l'air féroce, l'œil mauvais, la mâchoire prognate, la tête courte et empâtée. Et puis, il y a ceux, peut-être plus nombreux, qui la trouvent belle, élégante et bien proportionnée, sans l'affreuse tête en bec de canard du brochet, ni la bosse inesthétique de la perche, ni les ridicules moustaches du barbeau, ni la queue fendue du chevesne, bref, dépourvue de ces difformités qui accablent les autres représentants de la jante aquatique. Voilà pour le portrait. Et maintenant, quelques précisions. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. La truite sauvage ne vit pas en aquarium, non. Le meilleur endroit pour la voir et l'observer, c'est encore les eaux des torrents, des rivières et des lacs. À condition de s'en approcher doucement, sans geste brusque. Et là, entre ouverture et fermeture, toute technique de pêche confondue. Si vous êtes un bon pêcheur, vous aurez sans doute l'occasion de faire sa connaissance. Ah, c'est une belle fario, non? Une belle sauvage, là, hein? Elle n'est pas vilaine, non? Très important, la pêche. C'est la seule manière de rencontrer la truite sauvage. Ah. Voilà la bête. De la famille des salmonidés, elle a le corps fuselé, aérodynamique voilà un bon et poisson. musclé. Ce qui lui permet par exemple, avec ses 6 sortes de nageoires, de se propulser dans l'eau à près de 38 km/h, départ arrêté en quelques secondes. Oui, sauf qu'il lui faut consommer en même temps beaucoup d'oxygène, tellement d'oxygène que seules les eaux fraîches d'amont ou d'altitude lui conviennent. Plus bas, dans une eau plus chaude, au pH plus acide et donc plus pauvre en oxygène, elle aura des difficultés. Au-delà de 20-25 degrés, la température de l'eau lui est dans tous les cas fatale. La couleur de sa robe, tachetée c'est sûr, mais variable en fonction de la région, du cours d'eau, des terrains traversés, de l'éclairage, de la saison, du climat et de l'âge. La truite s'arrange toujours pour ressembler un peu au gravier qui la vit naître et sur lequel elle évolue. Sensible, elle dispose d'organes de perception très adaptés. Elle voit bien sûr ce qui se passe à proximité, sous l'eau et sur les rives. Même si son champ de vision se limite à un cône. Dans cette fenêtre de vision, chacun de ses yeux voit de façon autonome et ces deux champs de vision se chevauchent vers l'avant pour lui permettre de voir en 3 dimensions. Par contre, juste en arrière, elle aurait cette sorte d'angle mort que tous les pêcheurs connaissent bien, et pour cause. Bien sûr, dans l'eau, les rayons lumineux sont réfractés et ça limite un peu ses performances visuelles, mais ça ne l'empêche pas de voir, même en couleur. Ce sont les leurres de couleur qui l'ont dit aux pêcheurs. Attends, il y a notre plus jeune, c'est tout. S'il ne fait pas du vent, on peut faire le casting comme il faut. Je crois qu'on va la prendre. Surtout ne pas craindre de parler à voix haute, ça ne lui dit rien.
Mais elle est par contre tout à fait capable de faire la différence entre le bruit du courant avec ou sans bruit de bottes. Comment peut-elle être aussi méfiante? Eh bien, grâce à son oreille interne, activée par les vibrations des parois de sa vessie natatoire en contact avec l'eau. Et là, regardez cette ligne latérale sur sa robe. Le long de cette ligne, à travers ses écailles, de petits organes sensoriels reliés au cerveau la renseignent 24 heures sur 24 sur son environnement. Les vibrations alentours. Tout est transmis. Un vrai radar. Sans compter qu'avec ses petites narines sur le dessus de la tête, juste devant les yeux, elle sent aussi les odeurs. Rien que pour ça, devant une telle perfection, tout pêcheur de truite devrait immédiatement la relâcher, sauf bien sûr si c'est la faim qui le motive. Ainsi va la truite Fario, sauvage jusqu'à la fin de ses jours, si possible à l'âge de 8 ans. Comme sa sœur salée d'ailleurs, Salmo truta truta, la truite de mer, qui naît et frais en eau douce et peut choisir de vivre le reste de sa vie en mer, 3 ans en moyenne. Un peu une exception, la cousine de mer. Sur leur bassin versant, les truites Fario se répartissent en 2 grandes familles, le groupe atlantique et le groupe méditerranéen et corse, sauvages, exclusivement sauvages. Rien à voir avec leur cousine d'Amérique, la truite arc-en-ciel qui prolifère aux États-Unis, mais ne se reproduit en France que dans les piscicultures et dans certains lacs des Pyrénées. Des montagnes à la mer, la truite occupe donc l'essentiel des cours d'eau et ses exigences en garantissent la qualité. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. Pour la truite, pas d'ambiguïté, la fin justifie les moyens. Avec une gueule et des mâchoires comme ça, impossible de se tromper sur son appétit. Quand elle a faim, elle se jette sur tout ce qui bouge. Alors, éphémères, trichoptères, plécoptères, mégaloptères, diptères, coléoptères, ordonates, larves, nymphes, vers, vairons, dans l'eau, sur l'eau, et sous les ponts des villages, nids de pain, fromage, venus des égouts ou tombés par hasard. Vu par le pêcheur, ça donne des petits ronds dans l'eau, ou un bout de nageoire qui frémit à la surface, ou alors le coup de gueule en clapot qu'on appelle gobage, ou carrément la truite qui saute hors de l'eau pour prendre l'insecte au vol. Et parfois même, les truites se mangent entre elles. Bref, quand elle a faim, et tout bon pêcheur le sait de naissance, la truite se poste dans le courant. Elle attend que la nourriture passe par là, si possible pas trop loin d'une cache, pour se reposer ou se réfugier en cas de problème. Pour le pêcheur, il suffirait donc de savoir lire la rivière et ses bons postes au gré des saisons, le long des rochers, au pied des souches, à la jonction des veines d'eau, à la sortie d'un courant, mais ce n'est pas toujours aussi simple, car la truite est aussi sélective. Elle ne gobe en effet que ce qui lui convient et au moment où elle le veut. Pour le pêcheur, ça veut dire qu'il faut aussi savoir choisir le bon appât, le bon leurre ou la bonne mouche. C'est de là que sont nées toutes les belles techniques de pêche, pour la truite justement. Elle ne se doute pas du degré d'imagination et de l'acharnement à la piéger dans ses festins. Les pêcheurs sont tous d'abord des prédateurs. Au bout de leur démonstration et de leur canne magique, la truite. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Voici la plus ancienne des pêches à la truite et sans doute la plus efficace, pour ne pas dire la plus meurtrière.
Ah, il y en a une. Il y en a une qui mange. Elle a lâché. Là, il y a eu une attaque de truite. Mais elle a lâché, elle a donné un coup franc dedans. D'ailleurs, on voit les marques des dents sur le verre. Des marques assez espacées qui prouvent que c'était un beau poisson. Mais comme il y a le courant, elles le prennent juste sur le bord. Ils ont du mal à se piquer. Ça, c'est la preuve qu'il y avait une belle truite qui était au bout. On va recommencer. J'ai vu les gens du village, quand ils partaient à la pêche, ils avaient ou un noisetier ou une canne en bambou, alors que maintenant on a des cannes très sophistiquées. Et je me rappelle que ma première ligne, ça a été un noisetier avec un fil et une aiguille et un verre. Et ma première truite, je sais toujours où je l'ai attrapée. Comme tous mes copains d'école, on allait plutôt à la pêche en sortant de l'école que d'étudier nos leçons. Je ne suis pas sectaire, je pratique toutes les autres pêches, puisque vous voyez derrière que j'ai le fouet. Enfin, la pêche au toc, c'est une chasse, quoi. Il faut chercher la truite, une fois aller derrière les cailloux, une fois aller dans le courant, une autre fois elle ne mord pas. La pêche au toc est une pêche très difficile et merveilleuse. C'est une pêche qui se pratique généralement aux appâts naturels, sans l'aide d'un bouchon. Et le mot toc, la pêche au toc, le mot toc, imite tout simplement la chose qui les nomme, c'est-à-dire les secousses que faisaient jadis les truites qui avaient mordu. Le toc, c'était il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est-à-dire que quand on faisait passer un appât dans le courant, quand la truite le prenait, on sentait un toc. Et puis les manuels de l'époque recommandaient d'attendre 3 tocs avant de ferrer. Maintenant, il faut ferrer avant le premier toc. Mais on appelle toujours ça la pêche au toc. La technique pour lancer consiste à céder de la souplesse de la canne pour, dans un minimum de gestes, propulser le bas de ligne à l'endroit choisi. En fait, c'est le mouvement du poignet ainsi que la souplesse de la canne qui fait toute l'action. Le conseil qu'on peut donner aux personnes qui veulent pêcher au toc, c'est de bien connaître la rivière sur laquelle ils vont pêcher, de bien regarder les courants. En fait, c'est les courants qui vont diriger le verre sous l'eau et sa présentation pour la truite. Généralement, on pêche en montant, parce que la truite est postée toujours la tête en amont, donc on est moins repérable en remontant la rivière qu'en descendant. Il faut être discret, le moins de bruit possible. Il ne faut pas arriver sur la pêche avec des vêtements fluo et essayer de pêcher le plus loin possible. Pour prendre la truite au toc, on utilise des appâts naturels. Teigne, vers, traîne-bûche, sauterelle, mouche. Et là où c'est autorisé, l'asticot. Mais alors là, attention, polémique, sans doute parce que l'asticot sert d'abord à l'amorçage et que l'amorçage, ça a toujours été pour les poissons blancs et pas pour la truite, bien sûr. Ici, c'est toléré, on pêche à l'asticot. Il y a encore 2 ou 3 régions où on peut pêcher à l'asticot. Dans toutes les autres régions, ça n'a pas été interdit, quoi. C'était, disons, un appât qui nous permet, comment ça s'appelle, de faire sortir la truite, bon, parce qu'il y a certains pêcheurs, bon, un peu tout le monde, disons, quoi, qui lâchent quelques asticots dans le courant. Et donc ça permet, disons, à la truite de se mettre en chasse et de pouvoir l'attraper plus facilement. Contrairement à ce qui est trop souvent dit, l'asticot n'est pas plus meurtrier que notre appât. Et je dirais même au contraire. Au contraire, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui pêchent de l'asticot, étant donné que c'est facile pour se procurer quelques asticots. Et il y a une accoutumance entre la truite, accoutumance à cet appât. La truite est accoutumée à cet appât, elle en voit trop et elle s'en méfie comme de la peste. Donc la pêche à l'asticot est très difficile à pratiquer, c'est la plus subtile de toutes. Et après l'asticot,
la mouche Alors, noire. il faut ouvrir le flacon, essayer d'attraper la mouche sans qu'elle vous échappe. On va faire tenir par les ailes et enfiler de la tête jusqu'au ventre sans la crever. C'est une technique qui est très difficile, étant donné qu'il faut quand même pêcher assez tendu et avec beaucoup de vision sur le plan d'eau. Il faut toujours regarder où c'est que vous mettez la mouche. C'est une pratique où il faut être très précis sur la pose de la mouche, parce que le premier passage est le plus important. En principe, il doit y en avoir une. Si elle n'a pas fait trop de bruit, je dois en faire une là. Lié, oui. Le tout, c'est une histoire de doigté et de connaissance du ruisseau. Elle est belle, elle fait 21-22. Ça, c'est la pêche au toc, parce que tu peux pêcher en surface, il y a des jours où elles prennent en surface, et d'autres jours, et la plupart du temps, il faut plomber ton hameçon. Tu vois, à peu près à 10-15. C'est juste un plomb. Donc tu pêches en immergé. Il faut que le plomb tombe d'une façon discrète sur la surface de l'eau. Et je dois me mettre en action de pêche en suivant toute la descente de mon appât. Le témoin, c'est mon crin. Donc ce que je dois suivre surtout, c'est le comportement anormal de mon crin sur la surface de l'eau. Il a fallu que je la tienne en surface, la teigne, parce que sinon elle n'allait pas l'accrocher. C'est là des couleurs magnifiques. Hein. Très longue cette truite. Ce fut un beau solfège, pizzicati coquin. Accord très mon osé arpège, fantaisie à quatre mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardent aiguillon de la chair, elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. La cuillère est une pêche pour eau claire en principe. De l'ouverture à la fermeture, on peut pêcher à la cuillère, sauf évidemment quand il y a des crues, que l'eau est trouble, on ne peut pas trop y pêcher. Selon la luminosité, il va falloir changer de couleur de palette. Là, celle-ci est dorée, on peut avoir des argentés. Il faut pouvoir même parfois fabriquer ces cuillères, les pigmenter avec de la peinture. Ça peut même revenir comme la pêche à la mouche à une certaine science, quand on s'y applique. Née à la fin du siècle dernier, c'est la plus récente des pêches. Et avec elle, plus besoin de mettre la main aux appâts naturels, rien que du bois, du fer ou du plastique. On lance sur le poste, si possible avec précision, et on ramène. Au lancer, léger et même ultra léger. Et j'ai une attaque. Fausse alerte, la truite s'est décrochée. Zut alors. Ce sont les branchages là qui sont au-dessus qui m'ont gêné, elle s'est engouffrée dessous et voilà. Cette truite a mordu sur une cuillère tournante numéro 1. Il existe toute une panoplie de leurres complètement différents qui vous montrent bien la polyvalence de l'ultra léger. En ce qui concerne le matériel, bon, j'utilise une canne assez longue, une canne de 2,40 m. Un modèle intéressant dans la mesure où on peut sortir d'autorité des poissons assez gros sur du fil fin. Donc l'ultra léger se définit
par la puissance de la canne et le diamètre du fil. Puissance de la canne généralement comprise entre 0,5 et 3 grammes, et diamètre du fil qui n'excède jamais le 14 centième. Bon, ça c'est de la théorie, mais en fait, au-delà d'un diamètre de 14 centièmes, on parle plutôt de lancer léger. Bien alors, j'arrive à distance de lancer du poste. Une règle très importante dans ce type de rivière claire où les poissons voient notre silhouette à des distances considérables, c'est de tâcher de masquer sa silhouette soit derrière un obstacle végétal, soit carrément s'accroupissant lentement avant d'effectuer le lancer, un balancé sous la main. Ah, j'ai une attaque, ça y est. Hop, elle était bien sous les racines, hein. Voilà. C'est une belle truite sauvage de la baie. Alors des poissons, donc je rappelle, 100% naturels, que je vais décrocher. Bon, c'est une truite quand même de taille moyenne, qui fait à peu près 25 cm. Je vais la remettre à l'eau. Ces truites de la montagne bourbonnaise donc, sont reconnaissables à ces très gros points rouges qui constellent les flancs, des nageoires anales et abdominales bordées d'un liseré blanc, et cette dorsale aussi également constellée de petits points rouges magnifiques. Voilà. Je lui rends donc sa liberté. L'ultra léger, ça pourrait s'apparenter au tir à l'arc. Il y a une cible, c'est le poste, où la truite est censée être en activité. Et c'est la précision du lancer qui la fera réagir ou non. Si elle n'a pas envie de réagir, on aura beau lancer et relancer, ça ne servira à rien. C'est pour ça qu'on marche beaucoup. Mais le lancer n'est pas toujours léger. Bon, je l'ai ici. C'est pas la pas miracle. Hein. Si elles allons à mi, elles allons à mi. Belle. Ici, elle est pas envoyée. J'ai jamais compris comment des truites pouvaient mordre de la ferraille. S'ils ne s'en est même pleine. La truite de mer ne se pêche pas forcément en mer. Il suffit de la guetter lorsqu'elle remonte les rivières pour le frais. Comme pour le saumon, ce n'est plus l'appétit qui compte, mais l'agressivité. Ici, au lancer, on utilise un poisson nageur. Et la bête attaque. Une bête de poids. Ah, bonjour les dents. Enfin, c'est pas les dents, mais... Une belle petite prise quand même. Hein. Ça fait plaisir. Je lui dis, Gabriel, enfin, comprenez mon émoi. Il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. La truite, qui mange aussi ses petits, aime bien le verron, tout particulièrement quand il semble un peu malade et qu'il est donc plus facile à attraper. Mais cette fois-ci, le pêcheur joue au plus malin et toutes les recettes sont bonnes. C'est la pêche au verron manié. C'est une technique qui marche très bien avec des eaux fortes et en début de saison. Parce qu'en fait, les truites se remettent de la reproduction, sont à la recherche de grosses bouchées. En fait, elles sont en recherche de grosses bouchées pour se remettre en fait, de la saison froide et de la reproduction. Et donc le meilleur appât pour les taquiner en ce moment, c'est le verron. C'est une pêche qui marche très bien, mais le problème c'est qu'on est obligé de tuer du poisson. Quoi. Surtout même si des verrons ça peut paraître négligeable, mais c'est quand même des jolis petits poissons. Donc
Ça peut pas plaire à tout le monde. Je comprends tout à fait que ça plaît pas à tout le monde. C'est juste une tête plombée, quoi. Le verron, il tient par la tête pour qu'il ait toute l'agilité nécessaire à la retombée. Et il est armé d'un petit triple. Il y a plusieurs façons de prospecter en fait. Soit c'est un gour, et donc là on pêche en eau dormante. Donc le verron il nage toujours droit, donc il n'y a pas de position spéciale à avoir. Soit c'est un courant, ou un haut fond en fin de courant. Et là en fait il faut le peigner en lançant 3 caravales et en ramenant doucement, en laissant dériver le verron et le faisant sauter. On essaye de rendre le verron vivant en le dandinant sur le fond. Sur le fond parce que les truites elles sont cavées dans les trous au fond, c'est là qu'elles viennent les chercher. Donc on arrive à les débusquer avec ça, avec la tête plombée, ça va directement au fond. Et on fait sautiller le verron comme s'il était malade ou pas bien en forme, quoi. La monture, qui s'appelle une monture bohémienne, c'est une monture qui comporte 2 hameçons au milieu et un hameçon à la queue. Donc pour la monter, une fois qu'on a vidé ce verron, couper la tête, on prend l'hameçon de queue et on le loche juste derrière, vers la nageoire anale, et on descend doucement vers la queue. Donc celui-ci est complètement caché à l'intérieur du verron. Ensuite, on utilise de la corde de lin poissée qui va nous servir à attacher notre verron sur la monture. Il faut essayer de la mettre juste devant la petite nageoire qui est sur le dos. Comme ça, en serrant, cette nageoire va se redresser. Et celui-là va nous servir aussi, en le serrant, à faire dresser la petite nageoire qu'il y a dessous. C'est quand même un petit truc important, ces nageoires qui se redressent, pour bien imiter un petit verron en train de nager. Ensuite, on va encore continuer à mettre 1 ou 2 bouts de ficelle. Donc à la fin, des gens disent que ça ressemble plus à un petit rôti de veau qu'à un verron. On utilise un casque qui est en laiton, percé. C'est une des petites particularités aussi de la monture bohémienne. Il va nous servir à remplacer la tête du verron qu'on a enlevé tout à l'heure. Et ensuite, il va surtout nous servir de lest. Donc ça va lui donner une nage très très saccadée. C'est une jolie fario, elle a bien pris le verron. Elle fait aussi un peu plus que la maille, elle doit faire 28 à peu près. Elle est belle, hein. Faut donner un coup sec, voilà, hop. Elle est belle, mais on va la remettre à l'eau, tout doucement. Allez. La pêche au verron, elle demande beaucoup d'attention, de finesse, de ruse, de pêcher les cages, de pêcher les rochers, de bien savoir manier son verron, bien le faire passer à côté d'un rocher, ou d'un trou, ou d'une branche. Il va falloir manier très lentement, dandiner sur place, le faire sautiller, le faire tressailler. Quelquefois le poser au fond, quand une truite ne veut pas le prendre, on le pose au fond, pour que la truite, au redémarrage du verron, se précipite dessus. Il y en a une. Une truite de la Vèvre que je viens de prendre au verron. C'est une vraie truite, une vraie sauvage. C'est pas une lâchée ni une arc-en-ciel. C'est une truite qui doit faire 28-30. Telle que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté de Schubert. Pour imiter les insectes aquatiques et terrestres, qu'aiment tout particulièrement gober les truites, les pêcheurs ont depuis longtemps imaginé d'enrober un hameçon avec plumes, poils et fibres synthétiques. Ça donne ce qu'on appelle une mouche, imitation ou fantaisie,
noyées ou sèches, au gré des saisons et du goût des truites. Et cette mouche artificielle qui vole au bout d'une soie ou d'un nylon lancé par une canne fouet doit venir se poser juste à l'amont de la truite en poste. Tout un art, presque une science, une passion en tout cas, pour rencontrer la truite. Et la mouche, c'est d'essayer d'imiter au mieux ce que mange un poisson pendant une période déterminée. Voici une mouche qui imite cette larve de libellule. Toute une série de petits moustiques. En voilà d'autres. Cette mouche imite les grands moustiques qu'on trouve au mois de septembre. Mais aussi on peut travailler sur l'instinct agressif, sur l'agressivité du poisson. Et là on emploie des mouches généralement oranges, jaunes, quelquefois noires aussi. Au départ, ça décourage un peu les gens parce qu'ils pensent que la façon de lancer est difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est surtout d'éviter les branches, les herbes, tout un tas les sautes d'humeur du vent, le courant qui s'obstine à vous envoyer la mouche là où vous ne voulez pas qu'elle aille, et ainsi de suite. Je suis un pêcheur de torrents de montagne. Et c'est très différent de pêcher sur des lacs ou des rivières plates. En terrain de montagne, où vous pêchez au milieu de torrents extrêmement rapides, la façon de lancer est totalement différente. Et là, vous ne voyez ni gobage, ni poisson. Vous pêchez uniquement en sachant où se trouve la truite. Mais ce qu'il faut surtout, à mon avis, c'est que le pêcheur voit sa mouche sur l'eau. S'il ne voit pas sa mouche, c'est pas bon. Ah, ça y est, elle y est. Ah, pour les poissons. Avec le courant qu'il y a. Ah, beau poisson. Ah, belle fario. Quelle belle robe. Jaune, comme je les aime. Magnifique. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime, on lui supprime le poisson, mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. La pêche au cou, une pêche d'attente, de patience et d'émotion. Il faut bien repérer le poste, mettre le bon appât et surtout surveiller le bouchon. Je suis venu pêcher à l'arrivée d'eau parce que le torrent amène pas mal de nourriture à la truite. Et il y a du mouvement, et la truite, quand elle chasse toujours à proximité des arrivées d'eau. C'est là où elle trouve davantage sa nourriture. C'est logique. Tout ce qui est dans le torrent descend au lac. C'est à l'arrivée d'eau où il y a le plus chance de faire pêche. Hein. Et évidemment, s'il y a un petit vent, il y a des vaguelettes, tu vois, le bouchon, il ne vient pas vers moi. Et là, pour garder le contact, je suis obligé de l'amener à moi, si je veux pas qu'il y ait une trop grosse bannière. Au cou, à la surprise, aux bulles d'eau et à la traîne, voici quelques bonnes recettes.
Je remets en place. Et là, il faut quand même que je ramasse les sauterelles. Les sauterelles, il y a plusieurs variétés. J'en cite deux. Des sauterelles avec ailes et sans ailes. La pêche que je pratique se pratique à 90% avec des sauterelles sans ailes. Pour les ramasser, il faut surtout être agile. Et ne pas manquer son coup. Principalement, la sauterelle doit toujours rester vivante. Ce doit être une femelle remplie. Lorsque, à l'ancien temps, les faucheuses passaient le bord des ruisseaux pour faire le travail, automatiquement des milliers de sauterelles faisaient un bond pour s'écarter et pour ne pas être piétinées par les pieds des vaches ou des taureaux. Parfois, elles tombaient dans l'eau. Elles décrivaient un art de cercle. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une pêche qui ressemblerait à une sauterelle partant du pré, formant un art de cercle et tombant tout naturellement dans le ruisseau. La pêche à la surprise, comme son nom l'indique, consiste à surprendre le poisson en faisant tomber juste à côté de lui un appât naturel, vers de terre, hanneton, sauterelle. La truite, qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, réagit en gobant l'intrus. Et finalement, elle aime bien ça. Je manque dans un courant, elle a dû avaler. Et elle est très belle. Elle est très belle, je ne sais pas si elle ne va pas couper. Et on l'épuisette. Une variante de pêche à la surprise, mais aussi un peu au toc. Nous allons pratiquer aujourd'hui une pêche qui s'appelle la pêche à la barre. C'est-à-dire que nous avons des cannes très grandes, de 7 à 9 mètres, et nous pêchons avec 1 mètre de nylon environ dans les ruisseaux d'altitude. Nous sommes à 1150 mètres aujourd'hui, et il n'y a pas beaucoup d'eau, et elle est très claire. On cherche principalement les cours d'eau où il y a des cascades, où il y a aussi des berges assez profondes, où la truite est cachée dessous et sort quand elle a envie de mordre. Ah ça y est, j'en tiens une. Elle n'est pas vilaine, tiens. C'est une belle fario. Ah oui, 22, 23. Elles sont nerveuses avec cette eau froide. Elles sont très nerveuses. La pêche au bulles d'eau tient à la fois de la pêche au lancer léger et de la pêche à la mouche artificielle. Ici, on lance des mouches accrochées à un lest dérivant en plastique rempli d'eau, la bulle d'eau, justement. Le système de cette bannière, c'est 3 mouches avec un bulle d'eau assemblées avec du fil de 16 et 18 centièmes. Une pêche pour jouer un peu, même si les puristes de la mouche font la fine bouche. La pêche à la traîne en lac recherche les grosses truites, mais à l'aveugle, comme des aiguilles dans un tas de foin. On ne peut pas s'attaquer à la traîne avec un matériel dérisoire et faible. Il faut pour cela des leurres qui soient capables d'intéresser de gros poissons, des poissons nageurs, des cuillères ondulantes. Il ne faut pas hésiter à prendre des modèles 18 cm à 14 cm. Ceux qui veulent pêcher simple utilisent des cannes. C'est plus confortable, on peut ramener un poisson et le travailler à l'aise. Par contre, ceux qui aiment bien la brutalité, si l'on veut pêcher profond, on utilise le treuil. Un appareil qui est assez rustique, simple de conception, c'est une flasque qui tourne, un fleuret qui sert donc d'indicateur de touche. Et cet appareil permet de descendre, racler le fond, même jusqu'à 70 mètres, 80 mètres de profondeur. Et il est plutôt destiné à l'homme chevalier.
Et pour la truite, on peut l'utiliser, mais dans les couches superficielles, donc la surface jusqu'à 15 mètres. À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet et le reste des heures. Devant un grand bocal où frétille un poisson. Vers la deuxième année de leur vie, les truites deviennent adultes et capables de se reproduire. Alors, entre octobre et janvier, mâles et femelles remontent les cours d'eau à la recherche de bons endroits pour la fécondation. Ces zones, dites de frayères, correspondent à des critères très précis. Des fonds très propres de sable ou de gravier, peu profonds et surtout bien oxygénés par un courant vif. C'est la femelle qui construit la frayère. Alors, elle se met dans la fosse et elle se couche sur le côté, elle nage sur le fond en ondulant. Et cette nage soulève le caillou, le gravier, le sable et les limons qui composent le fond. Le sable et les limons sont emportés par le courant. Et après des nages répétées comme ça sur le fond, il finit par se former un dôme de cailloux. Et vient le grand moment. La femelle expulse ses 2000 œufs au kilo qui sont aussitôt fécondés par la laitance du mâle. Faut faire vite, le spermatozoïde n'a que 20 secondes de survie dans l'eau. Puis la femelle recouvre la ponte de gravier pour la protéger des prédateurs. Commence alors, pendant le repos bien mérité des géniteurs, une redoutable sélection naturelle qui ne prendra fin qu'à l'âge adulte. Après incubation, l'alevin et sa vésicule de survie s'extraient enfin pour reposer inerte sous le gravier. Au bout d'un mois et demi, vésicule vidée et long de 2 mm, il fait une timide entrée dans le monde aquatique en se nourrissant tout seul de plancton. Il est déjà tout seul, l'alevin, et s'il savait en plus que les tourbillons des crues, l'appétit vorace de la famille et toutes sortes de pollutions concoctées par les hommes l'attendent, eh bien, il rendrait le gant tout de suite, l'alevin. Mais ça c'est du naturel, du sauvage. Depuis longtemps déjà, les hommes ont mis la main sur la reproduction des truites en recréant une fécondation en pisciculture à partir des œufs et laitances prélevés sur des géniteurs, sauvages ou non. Ensuite, les bébés éprouvettes sont, dans le meilleur des cas, soit mis en incubation en milieu naturel, comme dans ces maternités flottantes, soit mis à l'élevage en pisciculture et après maturation, remis en milieu naturel, comme ici, après un voyage inattendu en hélicoptère. Là, ce sont des arcs-en-ciel venus par avion d'Amérique au stade de l'œuf, triés par taille, nourris au granulé, confinés en bassin. Ces poissons devenus portions perdent peu à peu les caractéristiques de leur espèce d'origine. Ils serviront de poissons d'appoint pour pêcheurs fatigués, à relâcher les veilles d'ouverture par exemple, ou de viande de restauration. Vu un tel trafic d'œufs et depuis tellement d'années, que reste-t-il aujourd'hui dans nos rivières? Des poissons naturels et sauvages ou des poissons d'élevage? Une truite redevenue sauvage, mais à mon avis issue d'alevinage. Hein. Mais quand même une jolie truite, elle. C'est quoi qui vous fait dire qu'elle est redevenue sauvage? Les points d'un rouge douteux, les points légèrement orange, la queue échancrée et une tête quand même assez petite. Mais enfin, c'est un sujet quand même, et puis les nageoires brillantes aussi. Les vrais pêcheurs savent faire la différence entre une truite de souche et une truite d'élevage. Mais comment en savoir plus? Grâce à la recherche et aux études génétiques, on commence à se faire une petite idée sur la question. Alors que la recherche fondamentale est encore à un stade de mise au point, les retombées appliquées sont directement utilisables. Par exemple, le dénombrement dans une rivière des truites naturelles et des truites de pisciculture permettent aux gestionnaires de savoir quelle a été l'efficacité de leur action depuis
éventuellement des dizaines d'années. Comme toute pénétration de gènes venant de pisciculture se maintient dans la rivière sous forme héréditaire, se transmet de génération en génération, nous analysons en fait le résultat cumulé de toute l'activité humaine depuis que l'homme manipule la truite. Premier constat, les truites d'élevage ne résisteraient pas à la sélection naturelle. Restent donc les sauvages, de souche, qui continueront encore longtemps de fréquenter ruisseaux, lacs et rivières, pourvu que les hommes entretiennent ces cours d'eau. Mais la truite sauvage évolue aussi avec la pêche. Aujourd'hui prise et relâchée, elle excite plus que jamais le pêcheur. Voilà la petite, une jolie petite fario du pays. Regardez si elle est belle cette truite. Elle est splendide, allez, elle mérite de repartir. Allez petite. Et voilà. Moi j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. La truite, à qui il ne manquerait plus que la parole, a toujours su faire parler d'elle. Et pendant longtemps, ça a été comme ça. J'aurais pas cru avec un temps pareil. Je croyais que c'était le saumon que vous préfériez. Ah oui, mais de temps en temps, une friture de truite, c'est pas mauvais, hein. C'est sûr que je préfère le saumon. Parce qu'avec l'âge, on préfère en prendre moins, mais de prendre du gros poisson. Enfin, ça, dans la poêle, c'est pas mauvais avec un peu de beurre, hein. Et puis, il y a les exploits. Incroyables. J'étais allé pêcher la perche à la dandinette, au petit Véron en bateau. Alors j'étais sur le lac d'Avesnes, c'était fin août à peu près, c'est-à-dire il faisait beau, il faisait chaud même. Et j'étais allé très tard, 11h midi, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, j'avais pris 3-4 perches, et puis un peu plus haut, là vers le Moulin de Thaly, on appelle ça, c'est une espèce de petit barrage qui est au fond du lac. Enfin là on ne le voyait pas, il est au fond, mais je sais qu'il y était. Il y avait des carpes qui sautaient, là, des espèces de monstres. Je me suis dit, je vais aller voir ces carpes, c'est pas possible. Parce que l'eau est trouble, elles ne me verront pas, je vais m'approcher avec mon bateau, je vais les voir de tout près. Je me suis laissé remonter par le vent, et je suis arrivé là au milieu des carpes qui sautaient. Effectivement, j'en ai vu des superbes, là, il y en avait qui faisaient, bon, pour le lac d'Avesnes, c'était assez gros, 7-8 kilos, quelque chose comme ça. Pas loin de moi, c'est très impressionnant. Et puis alors, à un moment, je m'y attendais pas du tout, je sens une espèce de bruit fantastique sous le bateau, boum. Je me dis, tiens, il y en a une qui s'est ratée avec l'eau trouble, elle a pris le bateau par-dessous. J'étais en train de penser ça, j'avais à peine le temps de finir d'y penser. J'entends une espèce de bruit derrière moi, je sens un coup derrière la tête. Alors là, j'ai eu peur, je n'ai vraiment pas su ce qui m'arrivait. Le temps que je réalise que quand on venait de me frapper derrière la tête, je sens quelque chose de lourd qui me tombe là. Je me dis, c'est pas possible. Il y en a une qui m'a sauté dans le bateau, elle m'est tombée dessus. Et je me précipite, et au moment de l'attraper, qu'est-ce que je vois? Au lieu d'être une carpe, c'était une truite. Une espèce de truite monstrueuse. Je me suis jeté dessus, je me suis fait mal au tibia, j'ai failli écrabouiller mes cannes à pêche qui étaient là au fond du bateau. J'ai sauté sur cette truite, j'ai immobilisé, je l'ai assommée. 5 kilos. Entre la truite et le pêcheur, c'est décidément une affaire de passion. Je sens que toutes les conditions favorables sont avec moi. Et ça me monte, ça fait comme une pression en moi. Et c'est comme un fauve qu'on lâche. Voilà, c'est pareil. Et là, je me sens très fort. Voilà. Et j'ai le mental à fond. Lui, ce poisson, il est devenu gros. Il a vieilli, comme moi. Il a combattu toutes les conditions climatiques. Il a combattu des pêcheurs. Il s'est fait attraper, remettre à l'eau. Il a de l'expérience, donc il va falloir que je mette encore plus de volonté à l'attraper et toutes les techniques, tous les secrets que j'ai en moi, parce qu'on a plein de secrets en pêcheur. Et là, bon, j'ai la pression aussi, je suis chaud, comme je dis, et bon, le poisson, en règle générale, il vient. Voilà, je l'attrape, et alors après, bon, il y a un moment à partager qui est fort avec le poisson, mais le plus fort d'un pêcheur, c'est voir le poisson, c'est l'attaquer, hein, le chasser, presque, c'est plus une pêche qu'une chasse. Et au moment où il prend la part, presque ce désir-là, déjà il commence à s'effacer.